Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'abord un esprit libre et aussi conférencier depuis 2005, professeur de philosophie au collégial au Québec depuis 2008 et j'adore toujours m'exprimer en public, en présence. J'aurai prochainement une conférence à Montréal. Vous allez pouvoir, bien sûr, être informé à ce sujet un peu plus tard dans cette rencontre. Et ceux qui veulent des informations, allez voir mon site mathieumartel.com. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'une conférence d'1 heure avec période de questions à la fin. N'oubliez pas de garder vos petits micros fermés et j'irai avec les mains levées un peu plus tard dans cette rencontre. Sachez que mon approche est une approche intuitive, inspirée et inspirante. Donc, j'ai simplement mis aujourd'hui quelques citations qui me sont venues de manière spontanée sur une feuille en guise de plan. Alors, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se produire car je me laisse inspirer par mon être profond en cette journée de froid. Je vous rappelle notre thème, accepter la vie comme elle vient. Je remercie Jean pour la suggestion du titre. Et je vais y aller avec 2 verbes. D'abord, accepter la vie comme elle vient, ou on pourrait aussi se dire prendre la vie comme elle vient. Donc, je vais commencer avec le thème de l'acceptation. Arnaud Desjardins, dans un de ses livres importants qui était ensuite réédité en livre de poche, et là, j'oublie le titre L'audace de vivre d'Arnaud Desjardins, nous dit qu'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie, c'est la pratique de l'acceptation de ce qui est. Ou, on pourrait dire, cette pratique qui passe bien sûr par l'observation, l'écoute et le ressenti, pratiquer le constat face aux événements qui arrivent dans notre vie. Mais aussi constater ce que nous ressentons, comment nous nous sentons, constater ce que nous percevons, ce que nous écoutons et ce que nous voyons. C'est une grande difficulté parce qu'on pratique souvent ce que Clément Rosset appelait la pratique du double. Face à un événement difficile, un événement qui va soulever des émotions profondes en nous, souvent nous avons des mécanismes de défense et Clément Rosset va dire que ce mécanisme-là s'appelle la fabrication d'un double. C'est-à-dire que nous fuyons dans l'imaginaire pour tenter d'éviter, tenter d'éviter de vivre et de ressentir cette situation-là qui pourrait être trop souffrante pour nous. Alors, Clément Rosset, dans son classique de philosophie, Le réel et son double, nous présente cette manière de procéder que la plupart des humains ont afin d'éviter, je vous donne quelques exemples, afin d'éviter des moments souffrants. Parlons d'expérience du rejet. Pensons à l'expérience aussi de se sentir abandonné, l'expérience aussi de souffrance physique, de deuil et de conflit avec les êtres chers que nous aimons. Souvent, nous avons des mécanismes pour nous projeter dans un autre monde afin de ne pas ressentir ces épisodes de la vie, ces expériences souffrantes. Alors, c'est quelque chose de difficile. Arnaud le souligne dans son livre que je viens de mentionner tantôt. Je vais prendre un exemple très simple. Il veut nous amener à pratiquer le constat. D'abord, bien décrire ou bien ressentir ce qui nous arrive et afin de mieux accepter ce qui est chose très difficile. Admettons que vous vous coupiez. Quelquefois, ça m'est arrivé de me couper
en sortant des feuilles blanches d'un nouveau paquet. On sait que les éléments, on sait que, par exemple, les feuilles sont coupantes lorsqu'on les sort d'un paquet et ça m'est arrivé souvent de me couper au doigt. Alors, Arnaud nous ramène à cette expérience-là. Admettons que nous venons de nous couper au doigt, on ressent, la douleur, la chaleur et on peut voir un peu de sang sortir sur notre doigt. Alors, qu'allons-nous faire? Là, c'est avec une expérience très concrète qui n'est pas liée nécessairement à des émotions. Qu'allons-nous faire? Bon, nous allons d'abord ressentir, observer, et c'est après que nous allons nous demander, je viens de constater la coupure, l'entaille, un peu de sang qui coule, la chaleur. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, avant de penser à une solution, à la solution qui va, que nous voulons appliquer à ce problème ou à cette souffrance-là, nous devons d'abord constater ce qui est en train de se passer. C'est la première étape. Mais souvent, dans notre vie réelle, nous avons développé des mécanismes de fuite. Et quelquefois, nous avons de la difficulté à nous permettre de vivre certaines émotions. Et on va tout de suite partir dans certaines constructions explicatives. Donc, certains vont appeler ça la rationalisation un peu plus poussée, développée. Certains de mes amis vont partir dans une fuite imaginaire aussi en se construisant des scénarios, toute forme d'explication. Là, on s'en va à la recherche aussi de causes profondes. Vous voyez? Donc, si on était capable de d'abord apprendre à décrire ce qui se passe, ça nous permettrait peut-être progressivement de mieux accepter le réel. Et comme disait Nietzsche, le réel, ce n'est pas toujours heureux, bienheureux. Ce n'est pas toujours agréable. Et c'est peut-être cette partie-là de la vie que nous avons de la difficulté à assumer, à accepter. Nietzsche, je ne sais pas si c'est dans le Gai Savoir, oui, peut-être dans le Gai Savoir, il compare l'expérience de la réalité à la musique. Alors, on sait qu'au niveau musical, la musique est vaste au niveau de ses styles et au niveau de ce qu'elle fait vivre en parlant, bien sûr, des émotions. Alors, il y a de la musique joyeuse, dansante, tragique, lourde, pesante, mélancolique. Donc, la palette des émotions que l'on peut ressentir en écoutant différents styles de musique démontre pour Nietzsche l'amplitude du vécu humain, au niveau de l'expérience, de la réalité. Voilà. J'aimerais juste demander à fermer les petits micros. J'ai un petit micro d'ouvert, ce qui m'empêche quelque peu de me concentrer. Je suis désolé, je suis très sensible au niveau auditif, donc n'oubliez pas de fermer vos micros. Je vais revenir au point. Donc, la réalité, elle est vaste et Nietzsche compare cette expérience du réel à la musique. Donc, le réel n'est pas une expérience binaire de tout ce qui satisfait, par exemple, on pourrait le traduire comme ci, tout ce qui satisfait mes désirs profonds, c'est du bonheur. Tout ce qui va à l'encontre de la satisfaction de mes désirs profonds serait du malheur. Le réel est plus complexe, plus vaste, comme en fin de compte, toute l'étendue des styles de musique et de ce que suscite la musique au niveau des émotions, au niveau de la richesse des émotions que peut être éprouvée à travers l'expérience des styles de musique. Donc, si on élargit notre expérience du réel, on sort d'une forme de catégorisation qui est malheureux, bienheureux. Et on sait que l'être humain, parce qu'il est hédoniste souvent,
dans sa conception du monde, va, comme le dit la théorie hédonistique ou hédoniste, rechercher davantage ce qui est plaisant et tenter de fuir et d'éviter ce qui est désagréable. Et on sait que la vie n'est pas à l'image seulement de nos désirs. Hein? Nous allons vivre, expérimenter dans notre vie des moments de déprime, de fatigue, des moments où nous vivons une séparation au niveau amical, amoureux, des moments de conflit que l'on peut vivre entre amis, entre voisins, avec nos collègues. Et c'est là qu'on éprouve certaines difficultés ou certaines frustrations. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que l'acceptation de ce qui est chose difficile. Hein? Et certains me diront philosophiquement, mais monsieur, faut-il tout accepter dans la vie? Hein? Vivre nos émotions, c'est beau. Hein? Accepter le deuil d'un être cher, d'un animal proche, c'est pas chose facile, mais doit-on passer à travers cela? Doit-on, comment dire, doit-on faire semblant? Non, je dirais pas. Faut pas développer des mécanismes pour aller au-delà de la souffrance, mais je crois que, comme dirait Nietzsche, c'est d'aller avec l'expérience de la souffrance à chaque instant, sans la fuir, sans développer des mécanismes. Mais paradoxalement, Nietzsche va dire que les artistes qui sont quand même la plupart du temps très sensibles vont se servir de ces expériences douloureuses-là pour soit écrire un poème, un livre, produire un film, une pièce de musique. Et le processus de création va être en quelque sorte un élément de sublimation, ou certains diront une forme de catharsis. Je pense simplement aux chansons de blues, hein, qui sont souvent inspirées de la souffrance humaine, mais à travers le chant, à travers la composition d'une mélodie, on prend, comment je peux dire ça, on fait en sorte que ce que nous éprouvons comme affect va produire une création et en même temps, on va essayer de se libérer ou de dépasser, mais bien sûr, par-delà l'émotion, donc on la considère. Je reviens à mon point. Accepter la vie comme elle vient n'est pas chose facile parce que souvent, ça nous met face à nos limites humaines. Hein? Oui, Schopenhauer nous dirait, oui, soyons réalistes et soyons lucides. Les moments de joie par rapport aux moments de souffrance et de difficulté de travail sont brefs et arrivent de façon ponctuelle, mais notre quotidien n'est pas fait de réjouissance, de plaisir, de joie. Souvent, simplement pour vivre, hein, c'est une lutte. Vivre, c'est une lutte quotidienne contre, comme dirait mon ami Christian, contre l'entropie. Hein? Et d'autres diront, ben, vivre, subvenir à ses besoins, c'est une chose, ses désirs fondamentaux, c'est une chose comme boire, manger, se loger, se vêtir, c'est aussi difficile. Mais la vie, c'est peut-être aussi plus que ça. On veut à la fois améliorer notre sort, on veut à la fois construire à partir de projets. Donc, on ne peut pas simplement s'en tenir à accepter le réel, parce que certains vont dire, oui, mais comme Camus et d'autres diront, mais la vie, si elle est réduite au quotidien, c'est quelque chose qui pourrait paraître absurde parce que nous répétons à chaque journée un peu les mêmes tâches, nous faisons à peu près les mêmes activités de base pour nous maintenir en vie. Est-ce que ça serait plus que ça?
C'est ce que Platon dira je crois que c'est dans le Criton, là où il est en prison. Il posera la question suivante: est-ce que vivre se réduit au fait de survivre? Et la réponse de Platon, c'est non. La vie, elle est orientée vers une recherche du bien, une recherche d'un art de vivre, une recherche de l'absolu. Voilà et ce questionnement-là présuppose le champ de la philosophie qu'on appelle l'éthique. Je reviens à notre titre et à mon sujet, à nos thèmes abordés avant. Prendre la vie telle qu'elle est, ce n'est pas chose facile. Est-ce qu'on devrait fonder notre philosophie sur la simple acceptation de ce qui est? Parce que certains nous diraient, bien, écoutez, plus nous vieillissons, plus nous nous rapprochons de la mort, plus le temps a filé. On se réveille au milieu de notre vie à un certain moment donné, quarantaine, cinquantaine, puis on se dit, bon, que me reste-t-il à vivre? Quels sont les projets qui importent? Quelles sont les valeurs qui m'importent? Le temps a passé. Comment ne devrais-je pas plutôt y aller avec la devise d'Horace, c'est-à-dire le carpe diem, saisir le jour et ne pas me soucier du lendemain? Mais il semble que notre questionnement sur la mort, notre questionnement sur la souffrance, sur le vieillissement, ces questionnements-là refont surface. Donc, le titre qu'on m'a proposé pour cet entretien, finalement, n'est pas très évident. Hein? Prendre la vie comme elle vient. Est-ce que ça veut dire être simplement naïf des difficultés humaines? Hein? Parce que je reviens à Schopenhauer qui nous disait « Les plaisirs de la vie sont ponctuels et de courte durée. » Schopenhauer nous dit finalement, dans certains extraits de textes, dans Le monde comme volonté et représentation, ou son œuvre qui vient après d'articles, Par erga paralipomena, un titre en latin difficile à retenir, nous dit que le bonheur est négatif. Premièrement, parce qu'il ne dure pas longtemps. Deuxièmement, parce que ça demande beaucoup d'énergie que de satisfaire nos désirs qui dépassent la survie, nos projets. Ça demande une certaine lutte constante, nous dira-t-il. Et souvent, et là, je le fais remarquer parce que c'est quand même un homme lucide, il nous dit, cette quête de nos désirs, de satisfaction de nos désirs, cette quête est problématique. Pourquoi? Parce que, on n'est pas sûr qu'on va satisfaire nos désirs profonds, qui dépassent ceux de la survie, nos grands rêves, nos projets, nos objectifs. Et donc, on n'est pas sûr que nous allons satisfaire nos désirs profonds. 2, je l'ai déjà dit auparavant, satisfaire nos désirs demande beaucoup d'efforts, souvent. En plus, on se rend compte de façon pessimiste que la durée, une fois qu'on a satisfait un projet, c'est le problème du désir comme manque, nous dira Schopenhauer. Une fois qu'on est satisfait, qu'on a atteint notre objectif, après la satisfaction, la jouissance, vient le moment où on va se réennuyer. Les bouddhistes avaient compris ça. Schopenhauer aussi, qui était quand même plongé dans la philosophie indienne et bouddhique, se dit, mais les désirs vont revenir, on dirait, encore et encore par milliers. Hein? Une fois que nous possédons ou nous avons expérimenté ce que nous projetions dans un rêve, un désir, après la satisfaction vient l'ennui. Hein, ne soyons pas dupes. Donc, accepter la vie comme elle vient, c'est aussi, aux yeux de Schopenhauer, d'accepter qu'après la satisfaction, vient l'ennui et on se dit, bon, mais quel sera mon prochain projet? C'est pas évident. C'est pas évident. Désirer, c'est aussi accepter cela. Hein? Accepter qu'après la satisfaction peut venir le moment d'ennui. Donc, allons-nous être capables de nous sortir de cette espèce de roue
que Schopenhauer appellera une espèce de cercle vicieux du désir comme manque, une espèce de cercle vicieux absurde. Mais là, on a au point de départ de grands philosophes qui ont précédé Schopenhauer et d'autres qui l'ont succédé, qui ont dit, écoutez, il faudrait être capable, pour mieux vivre, faudrait être capable de supporter le réel et d'accepter ce que le réel implique, ce que Nietzsche appelait tantôt la vastitude des sentiments et des émotions. Sommes-nous capables de passer à travers l'expérience de ces émotions pas toujours agréables? Hein, voilà, des émotions, comment dire, comme la jalousie, la tristesse, des émotions comme, comment je dire ça, la dépression. Est-ce que nous allons être capables de passer à travers ça? C'est pas facile. Aujourd'hui, je vais y aller avec quelques références philosophiques pour qu'on puisse apprendre et être capable de voir une expérience positive à travers cette expérimentation-là de sentiments que l'on juge peut-être par expérience comme étant pas toujours agréable et négatif. On va y aller avec un exemple. Et je vous invite à cette expérimentation-là. On va prendre l'exemple du cinéma, d'aller dans une salle de cinéma. Non pas chez soi, c'est bien de sortir de chez soi. D'aller au cinéma pour vivre l'expérience, une expérience cinématographique, où on sort de chez soi, on ferme nos téléphones et on est assis pendant 1h30, 2 heures. On choisit un film qui est un film qui peut soit nous faire rire ou soit nous faire vivre certaines émotions, un drame. Et là, on vit l'expérience cinématographique de projection. Et là, on va conscientiser qu'on va être traversé par toutes sortes d'émotions. Et là, étant donné qu'on est dans le noir, des fois accompagné de quelqu'un, et que personne ne nous regarde, on peut laisser monter différents types d'émotions que va nous faire éprouver le film. On peut aussi faire ça chez soi en mettant un album. Comme ce matin, j'ai mis un album Crosby, Stills, Nash & Young. J'ai mis, je vais peut-être dire un titre, l'album Déjà vu, qui est un classique. Et on met ça et on est transporté dans un autre univers de sensibilité. Quelquefois, on a une lutte intérieurement, on se dit, je n'ai pas le goût de vivre, d'éprouver des sentiments. Donc, on peut dévier d'une écoute. Mais ce matin, je me suis allongé avec Crosby, Stills, Nash & Young et de conscientiser quel genre de sensibilité cela nous fait réveiller en nous. Donc, on peut mettre un album mélancolique aussi, etc., comme un mode d'expérimentation. Qu'est-ce que ça fait que de vivre cette expérience-là cinématographique ou cette expérimentation cinématographique ou musicale? Ça nous permet de laisser vivre des sentiments qui sommeillent en nous. Ça peut être ça aussi, et quelquefois, là, on le choisit parce qu'on décide, hein, dans quelque sorte, d'aller voir un film, mais après, ça va nous pratiquer dans le réel à mieux accueillir certaines nouvelles qui pourraient venir nous troubler. Hein? Donc, je vous dis, n'ayons pas peur de laisser monter, vivre ces émotions-là, parce que, comme s'exprimerait mon ami Charles, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une espèce d'harmonisation énergétique. Parce que souvent, on peut être sur les freins, on peut pratiquer
la fuite dans l'imaginaire ou la surrationalisation, mais il est bien de passer par l'art pour laisser la vie vivre et vibrer en nous. On pourrait aussi aller, pour rajouter un troisième exemple, aller dans une expo de vernissage, aller voir des belles peintures, etc., pour ressentir. Et ça, c'est de la pratique. Mais on ne le fait pas simplement pour se libérer émotionnellement, mais on le fait aussi pour la beauté de la contemplation esthétique. On le fait pour sortir de notre quotidien, qui est quelquefois aliénant. On veut sortir des tâches du quotidien, de nos inquiétudes, de nos soucis. On veut sortir du monde aussi orienté vers la résolution de problèmes. Donc, l'art est un moyen de laisser vivre certaines, et de nous laisser toucher, de nous laisser nous étonner, nous émerveiller face à la créativité des artistes qui sont souvent en contact eux-mêmes avec des sentiments profonds qui nous font découvrir. Mais on n'est pas séparés. On n'est pas séparés, justement, de ce contact avec la vastitude et la richesse des sentiments profonds humains. Donc, voilà. Et après, s'il nous arrive des moments de difficulté, par exemple, un être près de nous est malade, un de nos proches, on apprend le décès d'un être cher, etc., on se dira comme Nietzsche, on se dira oui à cette expérience-là, car cette expérience-là va me nettoyer alchimiquement. Si si on se place dans une position d'ouverture face à l'expérience. Et souvent, nous sommes sur les freins, nous érigeons des barrages, développons des mécanismes de rationalisation, de projection dans un monde imaginaire. Je vais prendre un exemple concret qu'un de mes amis a vécu récemment. Il s'était séparé de sa copine 2 fois. Les deux se revoyaient en amis. Mon ami fonctionne d'une manière où, même s'il se fréquentait amicalement, lui, il a besoin, d'être informé, de communiquer avec l'autre. Il veut qu'il y ait une communication consciente, même si la communication consciente, au niveau du vécu de chacun, génère des souffrances et des émotions. Il veut être informé. Mais la jeune fille avec qui il fréquentait ne fonctionne pas comme ça. Elle va annoncer ce qu'elle vit dans des contextes, par exemple, un peu bizarroïdes. Ils sont en train de manger, souper, et elle lui annonce quelque chose de déstabilisant. Donc, elle ne procède pas par un échange conscient. Par exemple, on prend un thé ensemble, on discute, et là, on parle de nos vies, et là, il y a des moments... Non, elle choisissait des moments tout le temps déstabilisants. C'est son mode de fonctionnement. Récemment, mon ami apprend que cette jeune femme-là a rencontré quelqu'un d'autre, mais il ne l'apprend pas par elle, parce qu'il aurait aimé ça, l'apprendre de sa propre bouche à elle, parce qu'il est pour la communication éthique et consciente. Donc, il n'a pas pu être informé de cet événement-là. Donc là, ça crée un bouleversement parce que lui, il est dans un autre mode de communication. Alors, ce que je veux dire, je prends cet exemple-là. Quand il s'agit de relations,
on ne se dit pas, comment dire, on ne se dit pas a priori que ça va se passer comme notre expérimentation qu'on a faite au niveau de l'art, où on décide de vivre une expérience esthétique qui va nous renverser. Tout ce qui a trait aux relations, à la vie de nos proches, de nos amis, nos parents, on vit les choses sous le mode de l'involontaire. C'est-à-dire qu'on ne décide pas aujourd'hui la mort. Lorsqu'on apprend la mort ou la souffrance de quelqu'un, on l'apprend de manière involontaire. On est informé par la personne elle-même ou par quelqu'un d'autre. Et ça vient déstabiliser notre mode de fonctionnement au quotidien, nos habitudes. Mais ça nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à l'être humain, à ce qu'il peut vivre comme expérience de vie. Je vous cite ici Wittgenstein, qui nous dit « Le monde, le monde, c'est ce qui nous arrive. » Il va dire « Le monde, c'est ce qui est le cas. » Bon, on a affaire à un logicien ici, mais il est intéressant. Wittgenstein va aussi dire « Le monde, la limite de notre monde est liée à la limite de notre langage. » Peut-être à la limite de la richesse de notre langage. Donc, mon point est le suivant. Notre expérience de vie est liée, le monde, c'est ce qui arrive. Est-ce que c'est nous qui engendrons le monde? Peut-être pas. Mais c'est nous qui, à travers notre langage, à travers la richesse de notre pensée, allons élaborer à travers ce vécu-là la complexité et la richesse de ce monde. Mon point est que ce que l'on subit de manière involontaire ou ce que l'on vit de manière involontaire, justement, c'est quelque chose qui se passe où nous n'avons pas le contrôle. Donc, c'est quelque chose qui arrive de manière incontrôlée. Et l'être humain, parce qu'il a peur de souffrir, parce qu'il veut protéger son complexe corps-psyché, aime garder un certain contrôle. Mais le coup de foudre, ça déstabilise notre contrôle. Apprendre que quelqu'un est malade, ça fait la même chose. Vivre une peine d'amour, une peine d'amitié, c'est la même chose. Ne plus recevoir de nouvelles de quelqu'un, ne sachant pas pourquoi l'autre ne nous contacte pas. La perte de compréhension et de savoir nous place dans un espace de vulnérabilité. Donc, l'être humain, mais là est la richesse. Certes, on ne peut pas vivre en étant totalement hors de contrôle, parce qu'on se sentirait trop déstabilisé, mais lorsqu'on contrôle tout, lorsqu'on veut tout contrôler, on s'éloigne du sentiment de la vie vibrante, de la vie plus grande que nous-mêmes, de la vie en tant qu'élan cosmique, je vais d'une métaphore, qui peut nous déstabiliser, mais nous faire sentir, malgré tout, hyper vivants. Pensons à un autre exemple. Lorsque nous partons en voyage, voulons-nous tout contrôler d'avance? Tout prévoir le voyage? Choisir le lieu où nous allons habiter, les restaurants où nous allons aller manger, tout ce que nous allons faire. Sommes-nous des hyper-planificateurs? Ou laissons-nous un espace, une espèce d'horizon ouvert, c'est-à-dire, bon, je vais acheter mon billet d'aller de retour, repérer peut-être un endroit où je vais dormir, donc je reste, mettons, un mois en France, etc. Je me trouve 2-3 places où dormir, je réserve à l'avance, et le reste, c'est ouvert. Mais je pourrais aussi simplement prendre un billet
aller-retour ouvert, et ne pas savoir où je vais dormir le premier soir. S'abandonner à l'inconnu. Mais dire que mon être va m'informer à travers mes rencontres, à travers mes ressentis, perceptions, où je vais aller dormir. Est-ce qu'on est capable de faire cela? Je passe à travers la métaphore ou l'expérience de voyage, mais on peut vivre cela au quotidien. Et au lieu de dire accepter la vie comme elle est, je pourrais dire apprendre à accueillir ce qui va surgir en moi à travers mes rencontres, ici, maintenant, au quotidien. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner le fait de prendre soin de mes tâches quotidiennes. Je vais les accomplir pareil, mais sans me placer dans une espèce de structure d'habitude ou d'être trop organisé. Voilà. Donc, au lieu de rendre ça très ascétique en disant « il faut accepter la vie telle qu'elle vient » comme une maxime stoïcienne, on pourrait se dire, on va y aller avec une formule un peu plus pédagogique. Apprenons à cueillir et à accueillir ce que la vie nous réserve. Donc, même le titre, je suis en train de transformer le titre. Hein? Apprendre à accueillir et aussi accueillir dans ce que la vie nous réserve, à la fois ce qui peut nous faire grandir, croître au niveau des prises de conscience, même si cela est triste, même si cela... Parce que finalement, nous avons peur de quoi? Notre plus grande peur, c'est d'y passer. Souvent, nous pensons que simplement vivre nos émotions, ressentir, pourrait nous détruire, hein? Mais certains ont, à force de se retenir, d'éprouver ce qui traverse notre conscience en tant qu'affect, à force de se protéger contre les affects, on peut se rendre malade et se nuire à nous-mêmes. Hein? On ne se rend pas compte qu'on peut être une menace pour nous-mêmes, notre pire ennemi n'étant pas le voisin ou le prochain qui s'en vient, ou les gens du crime organisé qui restent à 2 rues de chez moi. Mais mon pire ennemi, c'est moi-même dans ma non-capacité à m'abandonner sans peur, dans la confiance. Ça ne veut pas dire être naïf, être bonasse, ne pas être lucide, mais ça veut dire vivre, comme dirait Jean Bouchard d'Orval, vivre avec la fenêtre ouverte. Vivre dans l'ouverture et l'accueil. Oui, quand je me dirige d'un point A à un point B, oui, je peux vivre des expériences incroyables. Mon but n'est pas de partir de A jusqu'à B et d'oublier ce qui va se passer entre A et B. Non. La vie est pèlerinage. La vie, comme dit Emerson, it's a journey. Et à chaque fois qu'on se déplace, intérieurement comme spatialement, soyons ouverts dans notre pèlerinage. On ne sait pas ce qui peut se passer, ce qu'on peut cueillir, ce qui peut nous renverser. Et cela se situe toujours, comme dirait peut-être Edgar Morin, se situe au niveau de l'insaisissable, de l'inconnu, de l'imprévisible. Hein? Parce que si on demeure simplement dans le registre de la satisfaction de nos désirs, on ne peut pas se faire, comment dire, on ne peut pas se faire renverser. On ne peut pas vivre d'épiphanie, de transfiguration, d'étonnement profond si on est fermé. On vit avec la fenêtre fermée ou on vit avec le regard, hein, je pointe mes doigts,
Si on vit de manière localisée, au lieu de vivre de manière ouverte, on vit de manière localisée. Et inquiétez-vous pas que la vie, à travers toutes sortes d'événements, va faire en sorte que vous soyez, comment dire, transformé de manière alchimique. Hein? Vous allez être poli intérieurement avec toutes sortes d'expériences. Et voyons donc nos souffrances, nos douleurs, nos problèmes psychiques comme des occasions de libération. Au lieu de les voir comme de simples problèmes à résoudre, hein, nous étant obsédés par la recherche de causes. Ah, j'ai un symptôme. Recherchons la cause et traitons la cause. Voyons ça comme une expérience métaphysique, une expérience spirituelle, une expérience philosophique de tous les instants. Je vais aller avec une autre citation. Ça fait penser à Nietzsche. J'ai une amie qui m'appelle. Quelquefois, elle me dit, Mathieu, ça va mal à mon boulot. Elle me parle de ses problèmes. Là, elle me dit qu'elle se sent fatiguée. Elle me dit qu'elle souffre, etc. Et là, je lui enverrai ce matin la phrase de Nietzsche. Le monde te prend tel que tu te donnes. Le monde va te prendre, t'accueillir, te recevoir tel que tu te présentes et tel que tu te donnes. C'est cette phrase que Nietzsche avait écrite dans sa jeunesse avant l'âge, selon moi, de 12-13 ans. Une espèce de maxime énigmatique. Hein? Comment nous présentons-nous à autrui? Le monde te prend tel que tu te donnes. Mon ami me dit, Mathieu, j'aimerais vivre l'amour. Je dis, est-ce que ça fonctionne avec tes prétendants? Non, elle dit, ça ne fonctionne pas du tout. Mais j'ai dit, si mon ami rencontre des gens et rencontre autrui et si elle parle uniquement de ses problèmes, de ce qui la fait souffrir à autrui, il se peut qu'autrui ou les prétendants se disent, oh, se poser la question, premièrement, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je suis apte à l'aider? Est-ce que je suis formé pour ça? Puis le prétendant peut se demander aussi, est-ce que je suis venu sur Terre pour résoudre les problèmes d'autrui? Hein, parce qu'on sait que profondément, au niveau psychologique, on ne peut rien pour quelqu'un. Et les psychologues, les psychiatres vous diront cela. Peut-être tant que la personne ne conscientise pas qu'elle a un certain problème, certaines difficultés, premièrement. Deuxièmement, que les difficultés la font beaucoup souffrir et l'empêchent de vivre et que ça devient problématique. Et en troisième lieu, qu'elle déclare, je crois qu'il est temps d'aller chercher de l'aide. Je suis incapable de régler mes problèmes seul. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être inspiré, j'ai besoin, etc. Et c'est un petit peu, le processus humain est le même pour moi que pour vous. Donc, on s'en va où quand on a des difficultés? On s'en va on veut être inspiré par des gens. On peut même lire un livre, faire une forme de thérapie, etc., pour pouvoir s'en sortir. Revenons à la phrase de Nietzsche. Le monde te prend tel que tu te donnes. Quand nous allons vers autrui, qu'apportons-nous? Quel genre d'eau apportons-nous au moulin ou qu'apportons-nous à la rencontre?
Et qui sommes-nous quand nous rencontrons autrui? Sommes-nous plaintes et complaintes? Sommes-nous absents? Sommes-nous obsédés par nos problèmes personnels? Sommes-nous enivrés par nos projets? Sommes-nous là? Hein? Héraclite nous dirait, êtes-vous présent? Êtes-vous attentif à autrui? Parce qu'il critiquait certains individus qui étaient présents mais absents d'esprit. Donc, le monde te prend tel que tu te donnes. C'est une belle méditation à faire. Quand je m'en vais à la rencontre d'autrui, qu'est-ce que je veux donner à autrui? Qu'est-ce que j'apporte à la conversation? Est-ce que j'apporte au moins de la présence, de l'écoute? Mais on a chacun nos limites dans l'écoute. Voilà. Donc, Nietzsche nous pousse à nous remettre en question. Qu'est-ce que j'ai à donner à l'humanité? Et aussi, qu'est-ce que j'ai peut-être à me donner? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout commence par le soin, le souci. Et Épicure le dira dans la lettre à Ménécée, prendre soin de soi. Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard pour philosopher, car nous sommes là pour assurer la santé de notre âme. Et nous sommes là pour vivre le bonheur, qui est quoi pour Épicure? L'absence de troubles dans l'esprit et dans le corps. Ces moments de paix d'esprit et de paix de corps qui ne sont pas, qui n'arrivent pas très souvent, c'est la quête d'Épicure. Donc, je reviens à la phrase de Nietzsche. Sommes-nous capables, moi je dirais, je compléterai la phrase, sommes-nous capables de prendre soin de nous-mêmes et de prendre soin de tout ce qui est lorsque nous sommes dans notre pèlerinage? Et qu'avons-nous à apporter en tant qu'être humain durant notre pèlerinage où nous voulons nous éveiller au niveau de la conscience? Qu'avons-nous à apporter? Dans le titre, je vais y aller bientôt avec les questions, les commentaires. On va attendre un petit peu. Je vais en profiter pour vous saluer, pour vous remercier de votre présence à ce 6e webinaire de philosophie et de spiritualité qui porte sur le thème d'accepter. On a transformé le terme. Apprendre, accueillir et accueillir ce que la vie nous apporte sur notre chemin. Donc, j'en profite pour vous saluer tous et toutes. Merci d'être présents de Montréal et de la France, d'Haïti, de l'Afrique du Nord. Sachez que vous allez pouvoir réécouter ce webinaire, cette conférence en replay ou en différé un peu plus tard. Donc, avant d'y aller avec la période de questions, j'avais noté, il y avait la belle phrase de Nietzsche, mais je voulais faire référence à Bergson, hein, qui est un peu dans la suite de la belle citation de Nietzsche. Souvent, nous espérons un meilleur avenir pour nos proches, nos enfants. Pour la nouvelle année, hein, nous espérons vivre une année plus réjouissante que la dernière. Nous espérons que les humains vont changer, que l'humanité, que nous allons changer, que nous allons enfin nous adonner à notre vocation profonde. Bien sûr, il va falloir l'identifier d'abord, notre mission, notre vocation, en se posant les questions existentielles profondes qui vont peut-être aussi surgir à nous de manière spontanée. Et j'y vais avec la citation de Bergson, qui change totalement la perspective existentielle. L'avenir n'est pas ce qui va arriver. La première partie.
L'avenir n'est pas ce qui arrive. Hein. Ça va un peu à l'encontre de Wittgenstein et le monde est ce qui arrive. L'avenir, ce n'est pas ce qui arrive. Parce que si on est dans la position de simplement réduire l'avenir à ce qui arrive, alors nous serons dans le mode de l'attente et de l'espoir face à ce qui arrive. Hein. Je souhaite, j'aimerais bien que ce qui s'en vient pour moi soit meilleur qu'avant, soit mieux, améliore mon sort, fasse en sorte que je sois satisfait, que j'améliore ma qualité de vie. Mais on ne se demande jamais, un peu à l'instar de Nietzsche, mais que puis-je faire? Ou ne pas faire? On va y aller avec une nuance, mais que puis-je faire? La phrase de Bergson se poursuit en « mais l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire de nous-mêmes pour cet avenir-là. » C'est notre participation qui va au réel en tant qu'être humain actif dans le sens de notre vocation, dans le sens de notre être qui va transformer l'avenir. Donc, moi, je n'ai pas peur face à l'avenir. Je ne suis pas inquiet. Je ne souffre pas de toutes ces angoisses écologiques. Parce que je me dis, toujours inspiré de Platon en ce sens, quelle est ma nature profonde et que puis-je faire dans le sens de ma nature profonde? Je vais laisser aux activistes écologiques le fait de militer en ce sens, mais moi, ma nature profonde est celle de la transmission, celle du questionnement philosophique, de l'enseignement, de la création. Donc, si chacun se réveille et se pose la question « Quelle est ma mission? Quelle est ma quête profonde? » et de l'identifier, de dire « OK, je vais m'investir, m'engager dans ma quête profonde à travers des projets inspirants », ben, il n'y a plus de distanciation entre l'avenir et mon être. Car ce qui est à venir, c'est mon avoir à être, la réalisation de mon être profond, qui est séparé de personne, n'est pas séparé de tout ce qui est. Donc, je n'ai plus peur. Ceux qui ont peur, et c'est normal quelquefois, oui, d'avoir peur. Lorsqu'on est en vie, on peut avoir des peurs, mais se laisser abattre par la peur, paralysé par la peur, au lieu de dire, comme dirait Sponville, Henri Comte Sponville, dans Le bonheur désespérément, le bonheur, c'est d'apprécier qui je suis, d'apprécier ce que j'aime et ce que je fais. Et aussi ce que je cesse de faire, on peut abandonner aussi certaines pratiques qui nous paralysent, des pratiques qui nous gardent dans nos habitudes. C'est Gurdjieff qui disait ça. Demandez-vous pas simplement ce que vous pouvez faire, mais ce qu'il serait bien de cesser de faire. Étant donné que la nature a un peu horreur du vide, trouvez ce à quoi vous voulez œuvrer et qui vous rend heureux, joyeux. Donc, si vous voyez des problèmes avec la guerre, avec l'écologie, avec la crise énergétique, ben, je vous dis, impliquez-vous dans le sens de ce qui vous interpelle profondément et devenez des êtres, comme disait Sartre, des êtres en projet qui sont en mouvement dans le sens de la réalisation
de votre être, de ce qu'Aristote appelait l'avoir à être, l'antéléchie. Et je vais y aller pour terminer avec une de mes citations. Je me suis mis en citation. Citation que j'ai écrite ce matin. Je ne fais pas souvent ça. Tout le monde me dit, Mathieu, tu parles des autres philosophes, tu ne parles pas de ta philosophie. Mais pour découvrir ma philosophie, ma vision de voir les choses, on peut venir me voir, bon, en présence, en conférence en présence. Vous allez sur mon site pour voir la prochaine conférence que je donnerai à Montréal le 10 février. Mais vous pouvez aussi lire mes livres, qui est une forme d'introduction à ma vision du monde, mais j'aime citer les auteurs que j'admire et qui m'inspirent. Donc, pour une première fois, je pense, en plusieurs années, je vais me citer, non pas d'une citation qui fait partie de mon œuvre, de mes 6 livres, mais bien une citation que j'ai inventée ce matin. Alors, allons-y, ça vous tente de la noter. Rien n'arrive qui ne soit, et là, ça va être totalement aller dans le paradoxe, peut-être en contradiction avec ce que je viens de dire, ça va être donc une position paradoxale. Rien n'arrive qui ne soit d'abord rêvé. Je parle ici pour votre propre réalisation en accord avec votre nature profonde. Permettez-vous de rêver, permettez-vous d'imaginer. Et j'avais une dame qui était venue à ma conférence l'autre fois. Je la salue. Je vais respecter son propos, mais je trouvais ça tellement beau ce qu'elle m'avait dit à la fin de la conférence. Elle vivait un combat avec d'autres individus au niveau légal, je crois. Elle m'avait dit, je me verrais servir du chocolat chaud dans le nord du Québec, dans un café. Ah, ça me ferait du bien. Et là, j'ai dit, écris ça tout de suite. C'est tellement inspirant. Ça sort comme quelque chose de très rafraîchissant. Écrivez sur des feuilles ce qui veut naître, ce qui veut vivre, ce qui est en vous. Écrivez-le. Ça ne veut pas dire que ça va être cette chose-là qui va se produire, mais vous allez au moins mettre de l'ordre, clarifier vos désirs. Donc, je répète ma citation, rien n'arrive dans votre vie qui ne soit d'abord rêvé. Donc, pour se découvrir, l'imagination, l'intuition et la rêverie vont vous aider à vivre ce qu'on appellera la seconde naissance à soi-même. Bref, ma vie était faite de cela, de rêves. Et non pas des rêves tout à fait farfelus, je décide, mais des rêves qui sommeillent au profond de votre être. Écrivez-le sur une feuille. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Votre regard va changer, votre perspective va changer aussi. Et le chemin sur lequel vous promenez, votre pèlerinage va aussi changer. Hein? Changer son regard, c'est, comme disait Proust, c'est le début du grand voyage. Sur ça, les amis, je vais y aller avec les questions, commentaires, mais je vais faire un petit tour de salutation. Là, je m'en vais jusqu'à... On est plusieurs aujourd'hui. Je remercie d'abord Jean de m'avoir invité. J'ai Ricard, j'ai Yanis, merci à Susanna. Merci à Gisèle, à Bénédicte d'être présente, à Karine, à Marie-France, à Yolande. Merci à Odile, à France, à Marie-Paz, à Carole. Merci aussi à tous nos auditeurs et auditrices de la France. Et Richard, tu peux ouvrir ton micro. Vas-y avec la première question. Ben, je n'ai pas vraiment des questions. Tu m'entends? Absolument. OK. Alors, c'est juste des commentaires. Premièrement, anecdote. Hier soir, j'écoutais Déjà Vu, ce que je fais une fois par 20 ans à peu près. Enfin, coïncidence, quoi. Synchronicité, wow!
Puis bon, je veux juste faire le commentaire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de signifiant qui soit pas déstabilisant, en bien ou en mal? C'est une réflexion comme ça. Voilà, c'est Ben, tout. Richard, toi qui vas avec ta position sur les synchronicités, hein, donc je rappelle quelle est la synchronicité que Richard a vécue et que moi je vis en même temps. J'ai écouté ce matin l'album Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash Young et Richard l'a écouté hier soir, chose qu'il fait une fois par 20 ans. Et il me pose la question, euh, est-ce que les éléments marquants de notre vie ne sont pas par essence ou par nature déstabilisants? Et c'est la définition de Jung de la synchronicité que je vais vous la donner tout de suite. Il y a synchronicité lorsqu'il y a un rapport de nature non causale entre deux événements qui suscite une émotion, une réflexion, un changement de regard ou une transformation de notre être. Voilà, donc c'est intéressant que Richard nous dise qu'il a vécu une synchronicité, puis son commentaire porte sur la définition même de la synchronicité. Merci Richard pour ton commentaire. Est-ce qu'on a d'autres mains levées, d'autres commentaires? J'ai France qui est capable d'ouvrir son micro. On t'écoute, France. Oui, c'est pour faire suite à Richard, pour la synchronicité, parce qu'à tous les jours, j'ai deux colonnes sur ma feuille, synchronicité et gratitude. Donc, je peux suivre les synchronicités avec gratitude et tout ça. Puis la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un à l'extérieur sur le trottoir, un mendiant, qui me disait, Madame, c'était avant le 1er février, 3 jours avant, j'ai seulement que 25 sous, est-ce que vous auriez de l'argent à me prêter? Mais là, lui, je le voyais assez régulièrement qui rôde dans les alentours. Donc, j'avais seulement que 50 dollars. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai sorti mon 50 dollars. Puis là, il m'a regardé pour 3 jours. Quand est-ce que tu vas me l'apporter? Il dit, le premier, c'est certain. J'ai dit, tu le laisses au concierge. Le concierge va me le donner. Pas de souci. Le premier, mon 50 dollars est arrivé. Dans l'enveloppe, il me l'a donné dans l'enveloppe, il l'a donné au concierge, plus un 20 dollars. Synchronicité. Alors là, je me suis dit, le 20 dollars, qu'est-ce que je fais avec? Bien, le 20 dollars, je l'envoie à Mathieu, à toi. Tu vas l'avoir tout à l'heure parce que je continue cet épisode-là parce que ça va m'amener à quelque chose. Ah, c'est beau, France. Merci pour ce beau partage. Puis je pense que je vais en parler avec Jean tantôt et je pense que là, grâce à ton intervention, France, le prochain thème de notre rencontre risque de porter sur la gratitude, chose que je n'ai jamais faite. Donc, je saisis au bon ce beau thème-là. Est-ce qu'on a d'autres... Merci, France. Je vais juste regarder si je n'ai pas d'autres mains levées et d'autres commentaires. Est-ce que Gilot voulait nous parler avec une question? Gilot, est-ce que tu voulais nous poser une question? Mais là, il faut que tu ouvres ton petit micro en bas à gauche. Je pense que tu vas être capable. Vas-y. Oui, bonjour à tous, bonjour Mathieu, je n'ai pas de questions, si ce n'est à partager ce bonheur de t'entendre, de t'écouter, voilà, et c'est une chance inouïe, je vis donc dans les Hauts-de-France, de pouvoir être là à t'entendre régulièrement, voilà, ça me passionne et un grand merci à toi. Ah, écoutez, merci beaucoup, Gilot. Juste ce commentaire-là, ça me donne le goût de continuer et poursuivre pour les gens du Québec, les gens qui sont ailleurs aussi en France. Et je vous l'annonce, je devrais être en France au début du mois de juin pour 3 semaines environ. Et on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait jamais où je pourrais me retrouver, mais je suis content de... Je te remercie, Gilot, pour ce beau commentaire qui me touche beaucoup. Et je suis content d'être en contact avec les gens du Québec et de la France et que ça vous touche. Et je salue aussi nos 2 amis parisiens, Nicolas et Marie, qui Marie est souvent dans les lives, qui viennent me voir en salle. Ça fait du bien d'avoir de nos amis et nos grands frères et grandes sœurs françaises parmi nous. Est-ce qu'il y avait un autre commentaire? Quelqu'un voulait faire un petit commentaire. Merci à toi. Merci, Gilot. Alors, j'ai Danou, on écoute Danou. Oui, bonsoir, enfin bon, chez nous c'est bonsoir. Mathieu, merci
pour à chaque fois qu'on se voit, c'est magnifique. Mais j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est peut-être plutôt un commentaire. Est-ce que vivre, je reviens à ce que tu disais, est-ce que vivre, c'est pas avant tout ne pas faire? Moi, tu vois, parce que Ouais. Parce que, par exemple, chaque fois qu'on est dans le comment faire, le quoi faire, le projet, est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas plutôt dans un mode de survie? Danou, ton point est juste, il y a à la fois un paradoxe, parce que tantôt j'ai dit avec la phrase de Bergson, demandons-nous ce que nous pouvons faire, mais toi, tu vas en amont. Avant l'action inspirée, hein, il est peut-être bien de simplement être, ressentir et se laisser porter par l'élan de la vie, se laisser porter par la vie qui nous traverse, hein, ce qui est plus grand que nous. Et dans ce sens-là, nous n'avons rien à faire et on dirait, certains pourront dire que les choses s'imposent à nous et que nous agissons simplement de manière spontanée quand nous le sentons profondément. Oui, Dano, tu touches absolument quelque chose. L'importance de simplement être, savourer l'instant et même, parce que moi, je passe beaucoup de temps allongé sur mon sofa de psychanalyste, que vous voyez derrière vous, là, c'est le lieu où je me couche souvent, que je relaxe et je dis oui à cet état de repos, à cet état de sieste, à cet état d'abandon, cet espace sans but. Oui, absolument. Dano, tu touches quelque chose d'important. En fait, Il n'y a rien à faire. il y a rien, enfin je dirais, en fait, quand on attend quelque chose, on passe à côté de ce qui est. C'est-à-dire vivre, parce que moi je dis que la vie, c'est l'aventure sensorielle. Avant tout, c'est une aventure sensorielle. C'est, voilà, moi j'en ai fait, enfin, j'en dis ça dans mes conférences, parce qu'en réalité, être présent, même aux choses désagréables, c'est vivre vraiment. Et je disais la dernière fois dans un de mes commentaires, quand on s'était vu le mois dernier, j'avais vécu il y a 25 ans une expérience, j'ai fait l'expérimentation d'avoir un diagnostic d'une survie qui était, enfin d'une vie qui était prévue encore pour au maximum 3 ans, 5 ans grand maximum. Et en fait, au départ, sachant ce que j'avais juste trouvé cette inspiration, on va dire, bien que je ne pouvais pas changer les choses. Je pouvais accepter, mais pas pour autant être dans... Comment est-ce qu'on va dire ça? Je pense qu'en anglais, on pourrait dire surrender. C'est-à-dire, on peut être dans... abandonner, en quelque sorte, l'idée... parce que tu disais aussi dans ta conférence aujourd'hui, à un moment donné, tu parlais de la vie, c'est une lutte, tu disais. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que, excuse-moi, mais je veux dire, je ne suis pas pour la lutte, mais je suis pour... c'est quoi ce qui m'inspire? C'était de vivre encore. De vivre encore, il y a 25 ans. Je voulais vivre et j'acceptais, s'il fallait vraiment que j'y aille, je partirais, mais ça serait bien quand même de vivre. J'avais l'impression que je pouvais encore apporter quelque chose. Et en réalité, voilà ce qui s'est passé, c'est que les médecins ne savaient pas trop pourquoi, mais enfin, je suis toujours là. Hein. Et j'ai bien l'intention de rester encore un peu. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, on n'a rien à faire. On a juste à avoir le goût, on va dire, le goût de vivre. Mais Dano, c'est très beau ce que tu dis, puis ce que je retiens, donc c'est très simple, j'ai encore le goût de vivre et d'y aller dans cette exploration, comme tu dis, sensorielle. C'est un beau principe qui t'inspire. Et tantôt, quand je parlais de lutte, je parlais en général, je ne disais pas que j'étais dans la lutte, mais que certains voyaient la vie comme un combat, une lutte. Et comme tu dis, revenons à l'essentiel qui est ici maintenant. Qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce qui m'inspire? De quoi ai-je le goût?
Et qu'est-ce qui me... Et moi, en ce moment, je suis plutôt dans la pratique de la musique. Je lis très peu de ce temps-ci. J'enseigne, mais je lis peu. Et ce dont j'ai le goût, c'est de jouer de la musique, par exemple, etc. Donc, demandez-vous chacun et chacune ici, qu'est-ce qui m'inspire? De quoi ai-je le goût? Ici, maintenant, à chaque moment. Et d'y aller avec, justement, à travers ton beau thème de l'exploration sensorielle que je retiens. Merci, Danou, pour ton commentaire. Je t'écoute. Et ta citation, rien n'arrive qui ne soit d'abord rêvé, eh bien oui, je pense que même si on ne s'en rend pas compte, quand on est comme ça dans la simple pas attente même, voilà, on expérimente ce qui est agréable ou désagréable, et c'est dans la paix intérieure de ce moment-là que vient le rêve, que tu ne sais même pas. C'est-à-dire, en fait, tu l'as conscientisé, mais pas clairement, et là, il peut apparaître ta nature profonde. C'est beau ce que tu dis. Le rêve vient à nous. Ce n'est pas un geste volontaire. Hein? Donc, on est à la fois, tu parlais de sympathie ou moi, je rajouterais même la syntonie. Nous sommes en sympathie, en syntonie avec la vie, avec un grand V. Et nous sommes, à un moment donné, inspirés. Hein? Nous avons des idées, des intuitions qui surgissent. Et ce rêve-là, justement, est une intuition qui surgit de manière spontanée et involontaire. Et on peut après y aller avec une phrase comme « Je vais tenter de surfer sur cette vague-là et de suivre, tenter de rester debout hein, en surfant sur la vague. » Pour terminer. Merci Mathieu. Merci Danou, merci beaucoup. Je vais discuter tantôt, je vous remercie pour votre présence. Merci à tous et à toutes les gens de la France, du Québec, d'Haïti, Afrique du Nord, etc. pour cette belle rencontre intitulée aujourd'hui « Accueillir », on l'a transformé, hein, apprendre à accueillir et accueillir la vie telle qu'elle se présente. Et au plaisir de vous revoir très bientôt. Je vais discuter avec Jean dans quelques instants. Et vous allez sûrement recevoir